Bismillah ar-Rahim. Je voulais tout d'abord remercier Économie Entreprise de nous donner cette opportunité pour une deuxième fois pour parler dans le cadre du Water Future Forum en fait de la problématique hydrique. Et je voulais remercier toutes les personnes présentes, les acteurs en fait de cette politique et qui nous permettent de la mettre en œuvre, mais aussi les experts, les financiers qui sont là autour de cette table pour pouvoir traiter d'une question qui est primordiale, qui est quel modèle économique en fait pour intégrer, qui intégrerait le stress hydrique. Et la présentation qui a été faite nous a inscrit dans une logique qui consiste à dire qu'aujourd'hui, qu'il y a un choix à faire entre croissance économique et sobriété économique. Je ne partage pas nécessairement donc cette dialectique, et je voudrais vous en présenter une autre aujourd'hui dans le cadre de ce mot d'ouverture. Alors tout d'abord, il y a lieu de noter que la problématique du dérèglement climatique est une réalité. Et aujourd'hui, force est de constater qu'un certain nombre de pays, donc un certain nombre de pays du Nord, commencent à être affectés par les changements climatiques. Et évidemment, le Maroc, parmi d'autres pays méditerranéens, est de plus en plus touché par les changements climatiques. Et on peut dire que cela apparaît clairement dans le cadre du Maroc à travers un certain nombre de chiffres que je me permettrai de vous présenter. Tout d'abord, il y a lieu de noter que nous avons une baisse importante des ressources hydriques et des apports en eau. Il faut rappeler qu'entre 1940 et 1980, on était autour de 22 milliards de mètres cubes. Cette moyenne entre 1980 et 2023 est tombée à 14 milliards de mètres cubes. Et entre 2018 et aujourd'hui, nous sommes avec une moyenne de 5 à 6 milliards de mètres cubes. Donc, pour vous montrer déjà donc, la baisse tendancielle, je dirais, de ces apports en eau. Deuxième élément majeur qui donne une indication forte, c'est que au-delà de ça, nous avons aussi un deuxième élément qui est la hausse de la température, qui est de 1,8 degré de plus que la moyenne habituelle, ce qui implique une évaporation importante, 1,5 million de mètres cubes qu'on perd chaque année, et qui implique évidemment une pression encore plus importante, notamment au niveau de l'agriculture et au niveau d'un certain nombre de secteurs qui sont concernés. Troisième élément qui indique aussi que nous sommes rentrés dans un nouveau cycle, donc lié de stress hydrique, lié donc au changement climatique, c'est que nous avons connu, évidemment, le Maroc est un pays qui a déjà connu plusieurs sécheresses, mais historiquement, nous n'avons jamais eu une sécheresse qui a duré plus de 6 ans. Et donc, ce qui montre bien que les cycles de sécheresse deviennent de plus en plus longs et qu'il faut intégrer cette donne dans le domaine, évidemment, dans le cadre de cette nouvelle problématique. Or, tous ces changements, évidemment, font qu'on est rentré dans une période où le niveau d'apport en eau par personne est en train de diminuer, ça a été rappelé, mais nous sommes en train d'aller vers 500 mètres cubes par an et par personne contre 2600 en 1960. Donc c'est la tendance dans laquelle nous inscrivons, ce qui veut dire qu'on doit absolument gérer cette rareté. Et je dois dire dans ce cadre-là qu'il y a un élément important donc à noter, c'est que quand on dit stress hydrique, on a un certain nombre d'impacts qui sont connus, qui sont évidents, que je voudrais rappeler rapidement. Stress hydrique, évidemment, implique une baisse de la production agricole, implique évidemment une baisse des revenus agricoles et implique également donc une cherté des produits agricoles et par conséquent une atteinte du pouvoir d'achat des citoyens. Stress hydrique implique également un impact important sur la santé publique, parce que le stress hydrique entraîne une problématique donc de la qualité de l'eau qui peut impacter évidemment la santé des citoyens
et qui se traduira nécessairement par une affectation des ressources humaines d'avenir et par conséquent qui se traduira par, je dirais donc, une augmentation des coûts de santé publique. Stress hydrique implique également, et on l'a vu, ça peut affecter dans d'autres pays, ça n'a pas été le cas du Maroc puisque nous avons réagi suffisamment tôt, mais aujourd'hui ça affecte les loisirs, ça affecte le tourisme, et donc ça pourrait aussi affecter d'autres secteurs de l'économie, sans parler sur le plan technologique, de besoin d'avoir des technologies beaucoup plus sophistiquées pour maintenir en fait la production, ce qui implique un coût plus important sur le coût de production et donc un renchérissement global et donc une inflation plus importante. Donc, et il se trouve que notre pays, le Maroc, a cette particularité, c'est que dans notre modèle économique, l'agriculture continue à jouer une part importante. Par rapport aux pays développés, la part de l'agriculture au Maroc est entre 12 et 14% du PIB, alors qu'elle est à 4-5% dans les pays développés. Donc on est véritablement avec une part très importante de l'agriculture. Deuxième élément important à noter, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture occupe aussi une place importante du fait que, et il faut le dire, que nous avons le tiers de la population qui continue à vivre dans le monde rural, et aussi, c'est important de noter, c'est que 74% de cette population vit d'agriculture. Donc quand on a une mauvaise année agricole, une année sèche, cela se traduit par une baisse donc de la production, mais aussi une baisse des revenus, et donc une baisse de la demande, donc globale, et par conséquent une baisse de la croissance. Alors, il se trouve que le Maroc a réduit globalement sa vulnérabilité par rapport à la pluviométrie par rapport au passé. Je rappelle que dans les années 80, une année sèche se traduisait par une récession économique. Aujourd'hui, une année sèche se traduit par une croissance autour de 1%. Mais il n'en demeure pas moins que globalement, nous sommes véritablement, depuis 2011, dans un véritable plafond de verre. C'est qu'on n'arrive pas à dépasser ce plafond de 3,5% de croissance par an en moyenne annuelle de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Alors que le modèle économique, le nouveau modèle de développement économique a parlé de 6%, alors que nous nous sommes fixés au niveau du gouvernement la moyenne annuelle de 4%, je dirais, par an. Donc ce qui montre bien que véritablement, il y a une action à entreprendre pour pouvoir dépasser ça. Et dans ce cadre-là, vous avez tous sûrement donc étudié de manière forte un peu le modèle et le nouveau modèle de développement du pays. On a mis l'accent sur les moteurs habituels de la croissance économique, qui sont évidemment donc tout ce qui a trait au renforcement de l'investissement public, ce qui a trait aussi au fait qu'on ait une meilleure rentabilité de ces investissements publics à travers plus d'investissements privés, et on veut inverser un tiers, 2 tiers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2 tiers des investissements qui sont réalisés dans le Maroc sont faits par le public, 1 tiers par le privé. L'objectif, c'est de passer à 2 tiers par le secteur privé, 1 tiers par le secteur public pour améliorer ce rendement. On a parlé d'amélioration de la productivité, qui est un axe important avec l'utilisation des nouvelles technologies, la sophistication de notre production, mais on a omis un point important, et qui est celui d'intégrer le stress hydrique comme étant une part importante du modèle économique d'avenir pour pouvoir véritablement dépasser ce fameux plafond de verre. Et dans ce cadre-là, ce que nous nous proposons de faire aujourd'hui, c'est de vous donner comment on va pouvoir dépasser donc cet élément, comment on va intégrer le stress hydrique dans le cadre du nouveau modèle de développement. Et dans ce cadre-là, je voudrais rappeler le discours du souverain lors de la fête du trône, et ce discours a une importance capitale. D'abord parce qu'il a mis l'accent sur 3 points essentiels. Le premier point, un objectif. L'objectif, c'est d'assurer 100% des besoins en eau potable à la population, qu'elle soit dans la campagne, qu'elle soit dans les montagnes ou qu'elle soit dans les villes.
Premier objectif majeur. Deuxième objectif majeur, c'est d'assurer 80% de l'eau d'irrigation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de manière indirecte, c'est-à-dire en disant ça, on dit qu'on doit absolument tout faire, dans le cadre de notre modèle économique, pour réduire les incertitudes liées aux répercussions des changements climatiques et du stress hydrique. En assurant 100% de notre consommation en eau, et en assurant aussi 80% de l'irrigation, ça veut dire qu'un agriculteur sait que lorsqu'il investit, il aura un minimum les 80% d'eau qui lui ont été fixés dès le départ, qui lui ont été alloués. Cela va lui permettre de mieux gérer et par conséquent d'assurer la pérennité de sa production et par conséquent de réduire ces changements que nous sommes en train de connaître liés donc au changement climatique et leur impact majeur sur les petits agriculteurs, mais aussi sur les grands agriculteurs et les difficultés qu'on a eues, parce qu'il faut le dire, qu'on a eu à gérer cela, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on a eu une baisse dans certaines zones de 40% des surfaces qui ont été cultivées, faute d'eau. Donc aujourd'hui, quand on dit ça, ça veut dire qu'on doit agir pour pouvoir pérenniser et réduire au maximum les incertitudes et donc les impacts liés au changement climatique et au stress hydrique. Deuxième élément majeur qui est revenu dans le discours, c'est que le souverain a mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, la politique de l'eau est l'affaire de tous et de tous les secteurs, mais aussi des individus et des citoyens marocains dans leur façon d'être, dans leur consommation et dans leur comportement habituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit absolument, et c'est là le deuxième point sur lequel je voulais mettre l'accent, pour revenir toujours au modèle de développement, ça veut dire qu'on doit intégrer l'empreinte hydrique dans les choix économiques et dans les choix de décision de politique publique. Ce qui veut dire que nous devons absolument tenir compte, en fait, des capacités hydriques dans le cadre des modèles d'agriculture qu'on va mettre en place, dans le cadre de l'industrie qu'on mettra en place, dans le cadre du modèle touristique qu'on mettra en place, et dans le cadre je dirais aussi, des services qui seront proposés. Donc l'aspect hydrique doit être l'alpha et l'oméga de toute politique publique à venir. Ça, c'est le deuxième point majeur. Et donc on s'inscrit dans une approche multidimensionnelle, intégrée, tous les secteurs et les citoyens agissent pour pouvoir intégrer cette donne dans notre comportement et dans notre façon de produire et dans notre façon de faire. Troisième élément important dans le cadre du discours royal, c'est que le souverain aussi a mis l'accent sur un élément essentiel, et ça a été fait essentiellement dans le discours qui a été fait devant le Parlement. C'est deux aspects majeurs. Le premier, c'est l'aspect technologie, c'est-à-dire intégrer et développer et renforcer les évolutions technologiques dans le cadre de cette gestion de l'eau. Deuxième élément majeur, c'est aussi d'agir dans le sens de l'économie de l'eau et dans le sens donc de la sobriété en matière d'utilisation de l'eau. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de dire que nous devons intégrer dans nos politiques publiques la valeur économique et sociale de l'eau pour pouvoir l'optimiser dans le sens de l'allocation des ressources en eau, dans le sens de la meilleure valorisation de la goutte d'eau que nous avons et dans le sens de la préservation de cette eau pour les générations futures. Donc voilà le message, donc, et les trois axes sur lesquels nous travaillons pour pouvoir agir. Alors pour répondre à cette question et surtout par rapport à à l'objectif qui nous a été fixé, nous avons considéré qu'il était essentiel d'abord de passer d'une politique qui était basée uniquement sur la politique des barrages vers une politique de mix hydrique qui intègre en fait les eaux non conventionnelles. Et dans ce cadre-là, nous avons aujourd'hui poursuivi donc la politique des barrages nous avons déjà 154 barrages aujourd'hui, avec une capacité de 20 milliards de mètres cubes de capacité de stockage. Nous sommes en train de construire 17 barrages supplémentaires pour arriver à l'horizon 2030
à 27 milliards de mètres cubes donc de capacité de stockage. Alors, vous allez me dire, oui, barrage avec le stress hydrique, on ne comprend pas. Ben, je vous explique. En fait, le but derrière tout ça, c'est de ne perdre aucune goutte d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'avec le changement climatique, nous allons avoir des moments de sécheresse, mais nous allons avoir des moments d'inondation. Cette année, nous avons eu les deux moments. Nous avons eu une période de sécheresse, et à partir du mois de septembre, nous avons eu des inondations importantes dans le sud-est et dans l'est du royaume et dans le sud du royaume. Et donc, par conséquent, on était heureux d'avoir des barrages, parce que grâce à ça, par exemple, dans la région de Rachidia, nous avons pu garantir 3 ans de consommation d'eau potable grâce au stockage que nous avons fait au niveau du barrage. Pour Zagora, ça a été 2 ans. Donc, les barrages sont là, 1, pour pouvoir stocker cette eau pour les années à venir. 2, les barrages sont là aussi pour protéger contre les inondations. Je vous assure que si on n'avait pas eu le barrage de Fas qui a été mis en place donc, dans la région de Goulmim, on aurait eu malheureusement des dégâts très importants, peut-être même en vie humaine, donc liés, vu l'importance, je dirais, des crues que nous avons eues qui ont atteint 3200 mètres cubes secondes. Donc, pour vous montrer la capacité et l'importance de ces crues. Donc ça, c'est le premier point, c'est veiller à ce qu'on ne perde aucune goutte d'eau et donc qu'on puisse la stocker pour mieux l'utiliser à l'avenir. Deuxième élément, toujours dans cette logique, c'est que nous avons entamé une politique d'autoroute de l'eau et de mise en réseau de nos barrages. En fait, l'idée, c'est de nous inscrire dans cette logique de solidarité, mais aussi rester dans la logique de ne perdre aucune goutte d'eau, et cette fois, aucune goutte d'eau qui va en mer. Parce que nous avions, en fait, on peut arriver à 1 milliard de mètres cubes et globalement à 2 milliards, 2 milliards et demi qui va en mer chaque année. Donc l'idée avec, je dirais, la tranche urgente que nous avons mise en place entre le Sbou et le bourg grec, nous avons pu mobiliser 400 millions de mètres cubes qui allaient en mer, mais aujourd'hui qui va là où on en a plus besoin, c'est dans le bassin de Mourbé, pour pouvoir assurer l'eau potable aux populations de Rabat, mais aussi aux populations de Casablanca et des zones avoisinantes. Et donc cela, si ça n'avait pas été fait en temps voulu, on l'avait programmé, c'est-à-dire dans un délai de 8-9 mois, nous aurions eu, le 18 décembre dernier, des coupures d'eau à Rabat et à Casablanca. Donc ce que nous avons évité grâce à ces transferts d'eau qui allaient en mer. Je tiens à le rappeler. Donc ça, c'est un deuxième élément important donc, dans le cadre de cette politique. Et troisièmement, c'est que nous allons aussi, dans la politique des barrages, poursuivre la mise en place aussi de petits barrages collinaires qui vont servir pour la protection aussi des populations, mais qui vont servir aussi l'alimentation des nappes souterraines pour assurer les pérennisations donc, de ces nappes pour l'avenir. Alors, deuxième axe, c'est évidemment mobiliser les zones non conventionnelles. Alors, dans la mobilisation des zones non conventionnelles, nous avons évidemment le dessalement de l'eau. Et pour le dessalement de l'eau, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle dynamique. Et l'objectif ambitieux qui nous a été fixé par le souverain est assez important, puisque nous allons passer de 122-123 millions de mètres cubes en 2022 à 1,7 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030. Je tiens à rappeler, et je le dis aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà arrivés à 277 millions de mètres cubes. Et je tiens à saluer nos amis de l'OCP ici présents pour l'effort majeur qu'ils ont fait à ce niveau, notamment pour la station de dessalement de SFI, mais aussi la station de dessalement de Georges Asfar qui a été augmentée pour pouvoir répondre aussi aux besoins de Casa Sud. Et donc, grâce à eux, aujourd'hui, la région de Borché, de Stade, de Hatsoualem, etc., ne va plus connaître dans les semaines à venir de problématiques liées à l'eau potable. Donc, c'est cette vision sur laquelle nous avons travaillé. Et le deuxième point que je voulais annoncer, dans cette logique de politique multidimensionnelle, c'est que ce dessalement va se faire grâce
aux énergies renouvelables. Et nous avons imposé à ce que toutes les nouvelles stations utilisent les énergies renouvelables pour baisser le coût de production, pour le ramener autour de 4,5 dirhams, donc l'équivalent de 40 cents d'euros, ce qui est l'un des prix les plus bas qui existent au monde, et évidemment pour qu'il y ait le moins d'impact possible par rapport donc à la population et à la tarification à ce niveau. Troisième élément, toujours dans cette logique de ressources non conventionnelles, c'est que nous inscrivons dans une logique aussi d'aller dans une économie circulaire de l'eau. Aujourd'hui, l'idée, c'est de réutiliser les eaux usées après les avoir traitées, c'est ce qu'on appelle le reuse. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi multiplié par 8 à peu près les objectifs, la réalité. Nous sommes à 40 millions à peu près, près de 40 millions de mètres cubes. Nous voulons passer à 100 millions de mètres cubes grâce à l'action du ministère de l'Intérieur dans ce sens. Et l'objectif aux collectivités locales pour arriver à 350 millions de mètres cubes à l'horizon 2040. Donc nous allons augmenter de manière sensible en fait cette utilisation des eaux usées après les avoir traitées pour répondre aux besoins d'arroser donc les espaces verts, les golfs, etc. C'est ce que se fait dans la ville de Rabat, comme vous le savez, et Tanger et Tétouan, et un peu Marrakech, mais aussi pour pouvoir répondre aux besoins de l'agriculture, pour répondre à cette logique de 80% dont on a parlé tout à l'heure. Et nous avons tenu à ce que les usines de dessalement et le reuse puissent intégrer une part qui va à l'agriculture. Pour les eaux dessalées, nous allons avoir l'équivalent de 500 millions de mètres cubes, donc pour pouvoir arroser 100 000 hectares grâce au dessalement de l'eau. Donc voilà aussi un des éléments importants par rapport à ça. Et nous avons tenu à ce que toutes ces stations de dessalement et le reuse soient financées dans le cadre du partenariat public-privé et aussi qu'ils soient réalisés dans le cadre du partenariat public-privé. Et deuxièmement, nous invitons les industriels à pouvoir, je dirais, également développer ces techniques pour pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse avoir de la souveraineté industrielle dans le domaine du dessalement, dans le domaine du reuse et dans le domaine de l'eau avec les autoroutes de l'eau. C'est aussi un élément essentiel sur lequel nous insistons et pour lequel nous travaillons. D'ailleurs, je tiens à rappeler que sur le dessalement que nous faisons à travers les unités mobiles de dessalement que nous utilisons dans la campagne pour le traitement des eaux saumâtres ou pour le traitement des eaux salées, ben aujourd'hui, c'est des stations qui ont été fabriquées au Maroc. Et nous agissons et nous développons pour faire en sorte à ce qu'on puisse renforcer encore plus nos capacités de production pour répondre à nos besoins futurs. S'il vous plaît. Sherif. Donc, alors, une fois qu'on a bouclé donc, cette notion de mobilisation des capacités hydriques, il y a un deuxième axe important qui est celui de l'économie de l'eau. Et en fait, là, on est véritablement dans une des problématiques majeures de l'efficience hydrique. Et dans ce cadre-là, il y a c'est un vrai enjeu. Pourquoi je parle de cela ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, comme vous le savez, nous avons un véritable problème de rendement, que ce soit pour l'eau potable et encore plus pour l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de perte de 30% au niveau je dirais, de l'eau potable et un niveau de plus de 50% au niveau de l'eau agricole. À travers les canalisations comme elles sont ouvertes, il y a aussi de l'évaporation, il y a aussi du vol d'eau, et donc il y a beaucoup de déperditions et de pertes à ce niveau. Et donc aujourd'hui, l'un des axes fondamentaux pour lequel agit le gouvernement, c'est l'amélioration de ces rendements. C'est fixé de réduire pour l'aspect eau potable, de réduire en fait ces pertes à 20% à l'horizon 2030. Et l'agriculture, le ministère de l'Agriculture est en train de travailler pour revoir un peu ces canalisations
et pour réduire en fait ces différentes pertes. Parce que, comme vous le savez, quand on donne, je dirais, donc 1 milliard, c'est ce que nous avons donné cette année, 1,2 milliard de mètres cubes, pour l'eau d'irrigation, si l'agriculteur ne reçoit que 600 millions de mètres cubes, malheureusement, en fait, on a évidemment un impact encore plus important qu'il n'aurait été si toutes ces eaux parvenaient aux agriculteurs. Et donc, cette déperdition que nous avons est aussi un élément d'optimisation pour l'amélioration de l'efficience hydrique dans notre pays. Deuxième élément, l'agriculture agit aussi dans ce domaine, c'est évidemment renforcer la part, je dirais, de l'irrigation par goutte à goutte, donc au niveau de l'agriculture. À ce niveau, nous sommes déjà à 700 000 hectares donc, qui sont pourvus en goutte à goutte, et l'objectif, c'est d'arriver à 1 million d'hectares à l'horizon 2027. Troisièmement, et je tiens à saluer nos amis de l'IAV pour l'effort qu'ils ont fait, c'est aussi, en termes de recherche-développement, c'est choisir des semences, notamment pour le blé, qui permettent, je dirais, d'économiser de l'eau. On a aujourd'hui donc des semences qui permettent de réduire 30% de la consommation en eau. Donc toute cette notion aussi de recherche hydraulique est très importante, de recherche, je dirais, scientifique, est très importante pour pouvoir améliorer et économiser de l'eau dans notre façon de faire. Dans ce cadre-là, nous avons aussi un travail que nous sommes en train de faire avec nos amis de l'industrie pour pouvoir, avec la nouvelle loi que nous avons passée sur les zones industrielles qui impose l'utilisation du reuse et qui impose l'utilisation du dessalement pour ce faire. Je tiens à saluer nos amis de l'OCP qui sont en train de s'inscrire dans une logique d'autonomie par rapport à l'utilisation des eaux de surface avec le reuse et avec le dessalement de l'eau, et que nous voulons généraliser ça sur l'ensemble de l'industrie. Nous avons aussi, en plus de l'agriculture dont j'ai déjà parlé, nous travaillons aussi avec le secteur du tourisme pour pouvoir avoir une utilisation plus efficiente, je dirais, des capacités hydriques, et notamment à travers l'hôtellerie et les besoins d'amélioration de cela, mais aussi la sensibilisation de la population. Et nous agissons aussi, comme vous le savez, avec un certain nombre de sites qu'on a mis en place, Madiana, pour faire connaître la problématique de l'eau qui existe, mais aussi toutes les campagnes que nous faisons de sensibilisation par rapport aux populations, soit à travers la télévision et la radio et les sites électroniques, mais aussi à travers des rencontres directes avec les citoyens que les agences de bassin font pour pouvoir aller vers cela. Alors je vais conclure sur le dernier axe qui est important et qui est essentiel, c'est la préservation des nappes souterraines et la gestion intégrée de l'eau. Nous avions hier un séminaire à Fès où on a présenté un peu cette vision, et nous allons commencer par le SBU, comme étant l'agence du SBU, avec le SAIS, pour pouvoir nous inscrire dans une logique de contrat de nappe, pour avoir une répartition des parts d'eau par usager. Donc l'idée, c'est qu'on puisse connaître un peu la situation des eaux. Il se trouve que, par exemple, dans le bassin du SBU, nous venons de mettre en place un barrage, qui est le barrage de Mdez, qui va permettre de remplir les besoins, de répondre aux besoins en fait, de l'agriculture au niveau du Saïs, où il y a une surexploitation des nappes souterraines aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est véritablement de nous inscrire dans une logique d'une gestion rationnelle des nappes souterraines, de l'utilisation des eaux de surface qu'on peut capitaliser grâce donc aux barrages existants, et troisièmement, de faire en sorte à ce qu'on puisse avoir un suivi régulier de l'exploitation des nappes souterraines à travers des compteurs intelligents au niveau des différents puits ou différents forages qui sont effectués pour connaître la situation, et la consommation des eaux. Donc tout cela, en plus de ce qu'on est en train de faire, donc la mise en place de la recharge artificielle des nappes, qui va permettre aussi d'assurer la pérennité, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, nous sommes dans une période beaucoup plus grave qu'on l'était dans les années 80, parce que dans les années 80, nous avions une sécheresse qui était forte, mais nous avions des nappes qui étaient pleines. Aujourd'hui, nous avons eu une surexploitation des nappes, et qui fait qu'aujourd'hui, nos capacités, pour l'avenir, deviennent de plus en plus limitées.
C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler sur une meilleure connaissance en fait des nappes souterraines. Deuxièmement, nous sommes en train de nous inscrire dans cette logique de contrat de nappe pour une gestion intégrée des nappes souterraines et de ressources en eau et pour avoir véritablement donc plus de sobriété dans l'exploitation des nappes souterraines. Alors, pour conclure, je voudrais, si vous le permettez, revenir à mon propos initial pour dire qu'aujourd'hui, en vous présentant cela, évidemment, et ça a été dit également par le souverain, il y a un réel besoin de faire en sorte à ce qu'on continue à travailler ensemble, parce que vous savez, l'eau, c'est une source évidemment de vie, c'est aussi une source donc pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire. Moi, je préfère utiliser le terme de souveraineté alimentaire, parce qu'il faut d'abord répondre aux besoins nationaux et évidemment et la sécurité alimentaire étant plus large puisqu'on s'inscrit dans le cadre de la sécurité alimentaire mondiale. Deuxième élément important, c'est que aussi, je dirais, la problématique de l'eau doit être inscrite dans la durabilité. Et donc, on doit absolument veiller à ce que notre modèle de développement soit durable et donc un modèle plus résilient, un modèle plus efficient et un modèle, je dirais, qui s'inscrit dans l'avenir. Et je vous remercie.